Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série du Code de la route de 40 questions. Pour mieux progresser, pensez à bien noter toutes vos erreurs ou vos hésitations. Allez, c'est parti pour la question 1. Je vais rencontrer un endroit fréquenté par les enfants. Réponse A, un passage pour piétons. Réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, vous avez deux panneaux, ici, un panneau là et un autre ici, avec un panonceau, d'accord? Donc, bien connaître les termes, hein. Alors, le panneau du haut nous dit que c'est un panneau de danger avec un endroit fréquenté par les enfants, d'accord? Celui d'en dessous nous indique un petit piéton qui est sur un passage piéton, donc on aura un passage piéton, ok? Ça va durer pendant 1000 mètres et ça arrivera dans 50 mètres puisque nous sommes en agglomération, d'accord? Donc ici, je vais rencontrer un endroit fréquenté par les enfants, oui, réponse A. Un passage pour piétons, oui aussi, réponse B. Est-ce que je ralentis? Il va falloir ralentir aussi parce que ce sont des panneaux de danger. Donc qui dit danger dit adapter son allure, donc ralentir. Donc c'est A, B et C. Question 2. L'ABS est un dispositif de sécurité. Passive, réponse A. Active, réponse B. Donc d'abord, pour répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que l'ABS et il faut savoir ce que c'est que la sécurité passive et la sécurité active. Alors, dans un premier temps, on va voir ce que c'est que l'ABS. L'ABS, c'est un système qui vous empêche de bloquer les roues si vous freinez trop fort, d'accord? Parce que si vous bloquez les roues, ça va augmenter votre distance de freinage, puisque là, vous allez glisser, d'accord? Et en plus de ça, vous n'aurez plus de pouvoir sur la direction. La voiture, elle va glisser, mais vous ne maîtriserez pas votre trajectoire. Donc, ça augmente le risque d'accident. L'ABS va donc permettre de limiter le risque d'accident. Je n'ai pas dit que ça allait arrêter l'accident, hein, mais ça limitera le risque d'accident. D'accord? Ensuite, la sécurité passive ou active. Alors, quelle est la différence? La sécurité passive, ça intervient après l'accident, une fois que l'accident est passé. Je vous donne un petit moyen mémotechnique pour retenir. Passive, accident passé. C'est-à-dire que par exemple, vous avez votre voiture qui heurte autre chose, d'accord, qui cogne autre chose, elle s'arrête net. Votre ceinture de sécurité, ça sera un élément de sécurité passif parce que après l'accident, vous risquerez d'être projeté. Ensuite, vous avez la sécurité active qui, elle, va agir pour limiter le risque d'accident ou même des fois éviter l'accident, d'accord? Alors, des exemples, c'est l'ABS. Pourquoi? Parce que ça va vous empêcher de bloquer les roues et vous aurez encore un pouvoir sur la direction. Donc là, vous aurez peut-être plus de facilité à éviter un accident, d'accord? Donc l'ABS, c'est bien un dispositif de sécurité active, d'accord? Donc, parce qu'elle empêche le blocage des roues. Donc réponse B. Question 3. Si je dois effectuer un contrôle de mes pneus après avoir roulé 1 heure, par rapport à la pression préconisée à froid, je garde la même pression. Réponse A. J'enlève 0,3 bar. Réponse B. Je rajoute 0,3 bar. Réponse C. Alors, si je dois effectuer un contrôle de mes pneus, après avoir circulé 1 heure, ça veut dire que là, mes pneus sont chauds, d'accord? Au bout de 10 minutes, mes pneus sont chauds même, sans problème. Donc, je dois modifier dans ce cas-là la pression de mes pneus. Pourquoi? Parce qu'une fois que le pneu est chaud, quand c'est chaud, l'air se dilate un peu. Donc, du coup, il va falloir
rajouter de la pression, d'accord? Donc il faut rajouter, il faut surgonfler 0,3 bar à votre pression préconisée, d'accord? Donc là, c'était réponse C. Question 4. Dans cette situation, il est préférable de rester serré à droite, réponse A, de m'écarter tout de suite, réponse B, d'attendre pour m'écarter, réponse C, de maintenir mon allure, réponse D. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette photo? On voit que nous sommes dans un virage, d'accord, un virage à droite, et vous avez vu, là, il y a beaucoup d'eau. Ça semble important, hein, la hauteur de l'eau semble importante. Dans le doute, il vaut mieux se méfier, parce que ça peut perturber notre trajectoire et on risque de perdre la maîtrise de notre trajectoire, d'accord? Donc, il faut éviter de rouler trop vite dans ce genre de flaque, et si on peut même éviter de rouler dedans carrément, pour éviter d'abîmer le système de freinage, c'est encore mieux, d'accord? Donc là, l'idéal, c'est de s'écarter. Mais est-ce que je peux le faire tout de suite? Bien non, regardez, il y a une voiture qui est en face, d'accord? Et moi, je n'ai pas le droit d'emprunter sa voie pour éviter la flaque d'eau si je le gêne, d'accord? Lui, il continue dans sa voie normalement, je ne dois pas perturber son allure ni sa trajectoire, et une fois qu'il sera passé, je vais pouvoir m'écarter, d'accord? Donc là, est-ce que il est préférable de rester serré à droite? Non, pour éviter d'abîmer la voiture et pour éviter de perdre la maîtrise du véhicule. Est-ce qu'il est préférable de m'écarter tout de suite? Non. Il est préférable d'attendre pour s'écarter, d'accord? Est-ce que je maintiens l'allure? Ah non, il ne faut surtout pas rouler trop vite là-dedans, ça serait trop dangereux. Donc là, c'était réponse C. Question 5. Un réglage correct du rétroviseur intérieur me permet d'avoir une vue complète à l'arrière sans avoir à bouger la tête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on doit pouvoir voir dans les rétroviseurs sans avoir besoin de se pencher pour regarder à l'intérieur du rétroviseur, pour regarder ce qui se passe derrière, d'accord? Donc attention à bien régler votre rétroviseur. Normalement, vous n'avez même pas à incliner la tête, à bouger la tête. Normalement, du coin des yeux, ça devrait vous suffire pour avoir une bonne vision dans votre rétroviseur sans avoir trop à hocher la tête, d'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 6. Pour aller à Toulouse, une nouvelle voie va être créée à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va regarder sur ce panneau-là, et là, on constate qu'on a deux voies, hein. Il y en a une ici, et il y en a une là. Ok? Ça veut dire que si je prends la voie de droite, je vais automatiquement aller en direction de Toulouse, ici. Si je m'écarte et que je prends cette voie-là, j'irai en direction de Lyon et Clermont-Ferrand. Il ne faut pas confondre donc avec ce panneau-là, qui est là. Vous avez vu, là, j'ai une voie. Et dans cette voie-là, j'ai le choix. Soit je vais à droite, soit je vais tout droit. J'ai le choix, d'accord? Ici, j'ai pas le choix. Si je reste dans la voie droite, ça part automatiquement à Toulouse. Donc, ne pas confondre là où vous avez deux voies au départ et là où vous en avez une et ça se sépare en deux, d'accord? Donc là, vous avez forcément une voie qui va être créée pour aller à Toulouse, d'accord? Elle est spécifique pour aller à Toulouse, elle est créée pour ça, d'accord? Donc c'était réponse A. Question 7. La distance de sécurité est la distance parcourue pendant le temps de réaction multiplié par 4. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, on considère que la distance de sécurité, d'accord, c'est la distance qu'on va parcourir pendant le temps de réaction et qu'on va doubler. On va rajouter une seconde de plus par sécurité, justement. Donc, le temps de réaction, lui, c'est la distance qu'on parcourt pendant une seconde, d'accord? Donc ça, c'est le nombre de mètres qu'on parcourt pendant une seconde. Ok, on va rajouter une deuxième seconde par sécurité. Donc ça fera 2 secondes, d'accord? Donc, la distance, on multiplie par 2. Une seconde plus une seconde, on le multiplie par 2. Donc là, c'est réponse B. Question 8. Les traces de cannabis peuvent rester jusqu'à 5 jours dans les urines. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, ça peut rester jusqu'à 5 jours, voire même plus, si la consommation est régulière, ça peut rester plus longtemps dans l'organisme. D'accord? Donc réponse A. Question 9. Les personnes âgées de plus de 65 ans constituent plus de la moitié de la mortalité piétonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh oui, c'est vrai. Alors, il y a 2 catégories de piétons qui sont très vulnérables. Il y a les jeunes enfants, qui sont nombreux à être blessés, mais il y a surtout les personnes âgées de plus de 65 ans, qui, elles, représentent un peu plus de 50% de la mortalité piétonne. D'accord? Et puis, vous avez un chiffre à retenir aussi, ça c'est en dehors de cette question-là, mais je vous la donne comme ça, n'oubliez pas de la noter. Vous avez à peu près 20% des personnes tuées sur les routes françaises qui sont des piétons. D'accord? Donc, les piétons représentent 20%. Des personnes tuées. Donc ça, c'était le petit aparté. Donc là, la réponse, c'était oui, puisque ça représente un peu plus de 50%. Donc réponse A. Question 10. Ne pas s'arrêter à un contrôle routier, c'est commettre un refus d'obtempérer, réponse A, un délit de fuite, réponse B. Donc ça, on a déjà vu dans une des séries précédentes. N'hésitez pas d'ailleurs à refaire les séries précédentes aussi. Elles sont toutes bonnes. Si il y a une réglementation qui change et quelque chose ne va pas, je n'hésiterai pas à enlever la vidéo, d'accord, et à vous en remettre une nouvelle plus adaptée. D'accord? Alors, là, il ne faut pas confondre refus d'obtempérer et délit de fuite. Le délit de fuite, c'est quand on est impliqué dans un accident, d'accord, que ce soit corporel ou matériel, peu importe, et qu'on prend la fuite, d'accord? Donc on ne veut pas soit remplir le constat, soit secourir la personne. Ensuite, le refus d'obtempérer, c'est quand on ne veut pas écouter les ordres de soit la police ou de la gendarmerie, d'accord? Mais c'est quand on refuse d'obéir aux ordres des forces de l'ordre. Donc là, c'était réponse A, c'est un refus d'obtempérer. Question 11. Je commence à ressentir des picotements dans les yeux. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence, réponse A. Je réduis ma vitesse et je continue mon trajet, réponse B. Je m'arrête sur la prochaine aire de repos, réponse C. Alors, des picotements dans les yeux, ça c'est un des signes de fatigue, d'accord? C'est un des symptômes. Il y en a plusieurs, Il y a donc le picotement dans les yeux, on vient de le dire. Il y a les paupières qui s'alourdissent, des douleurs dans le dos, la nuque, même les épaules aussi qui se raidissent un peu, les jambes qui s'engourdissent aussi,
D'accord? Donc là, il est nécessaire dans ce cas-là de faire une pause le plus rapidement possible, mais en toute sécurité. Donc on va surtout pas le faire sur la bande d'arrêt d'urgence. D'ailleurs, c'est interdit, hein. C'est pas une urgence, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arrêter sur la prochaine aire de repos. Réduire sa vitesse et continuer le trajet, ça ne va pas enlever la fatigue. Il faut se reposer, ne serait-ce que 10 minutes, se reposer, s'allonger un petit peu dans la voiture, ça peut beaucoup aider. Donc là, c'était réponse C. Question 12. Le conducteur de la voiture peut voir le petit garçon s'il regarde dans les rétroviseurs? Oui, réponse A. Non, réponse B. En tournant la tête? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme quoi, regarder dans les rétroviseurs, ça ne suffit pas. Parce que là, si on dessine la voiture, donc je vous dessine la voiture, comme ça, ok, le volant qui est ici, et le garçon qui est là, ok. Nos rétroviseurs vont nous permettre de voir ce qui se passe dans cette zone-là, donc dans cette zone-là, hein, et puis dans cette zone-là. Ça, c'est pour les rétros extérieurs. Donc là, les rétros extérieurs, l'enfant, il n'est pas vu. Le rétro intérieur, en effet, il va permettre de voir tout ce qui se passe derrière dans cette zone-là. Mais le problème, c'est que regardez par rapport au rétroviseur qui est un peu plus loin, hein, là, le rétroviseur, il est là, et le champ de vision, au niveau hauteur, eh ben, il est comme ça. Pourquoi? Parce que là, on n'a plus de visibilité, et l'enfant, il passe juste en dessous du rétroviseur. Là, on ne le voit pas du tout. Et en se retournant non plus d'ailleurs, on ne le voit pas. D'où l'importance de bien regarder ce qui se passe autour de son véhicule avant de monter dans la voiture pour avoir une idée du nombre de personnes qui peuvent arriver et ne pas être vues au moment où on regarde dans les rétroviseurs. Donc ces réponses B et D. Question 13. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Alors ici, nous pouvons voir que nous sommes sur l'autoroute. Donc on peut se dire que la vitesse maximale normalement sur autoroute est de 130 km/h, puisque nous, on ne nous précise pas qu'on est jeune conducteur, donc on prend les limitations de vitesse comme tout le monde. Donc normalement 130 km/h. Mais si on observe bien ces deux panneaux-là, on voit que ici, on va en direction de Turin-Milan. Hein. On est dans cette voie-là, d'accord? Et dans cette voie-là, c'est direction Turin-Milan. Donc on va prendre la bifurcation qui est dans 250 mètres. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ceux qui vont prendre la bifurcation, parce que là on a le panonceau qui est ici, ceux qui prennent la bifurcation sont limités à 110 km/h. Donc en résumé, ceux qui sont ici, là, dans cette voie-là, et dans cette voie-là, eux sont limités à 130 km/h. Parce que moi je suis dans une voie pour sortir, enfin pour aller en direction de Turin-Milan, je suis limité à 110 km/h. Donc réponse C, c'est la vitesse maximale autorisée. Question 14. Il est obligatoire d'avoir un gilet haute visibilité par place assise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est obligatoire d'en posséder au moins un
à portée immédiate, hein, à portée de main dans la voiture. D'accord? Il n'y a pas d'obligation d'en avoir plusieurs. Certains pays en Europe, attention, c'est obligatoire. Renseignez-vous en fonction des pays. Mais en France, ce n'est pas obligatoire d'en avoir plusieurs. Par contre, c'est fortement conseillé pour leur sécurité, pour bien être vu. D'accord? Si vous avez des enfants notamment, c'est bien qu'ils soient bien visibles au moment où vous avez votre véhicule en panne et que vous êtes sur le bord de la route. Donc là, c'est réponse B. Question 15. Une mention sur le permis peut autoriser uniquement la conduite des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il existe plus de 100 mentions qui peuvent être inscrites au verso de votre permis de conduire. D'accord? Code 69, par exemple, comme ici. Donc, ça veut dire limité aux véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Donc, ça s'appelle un EAD aussi. Comme ça, vous ne serez pas surpris par ce terme-là. Donc, l'installation peut être proposée à la place d'un retrait de permis de conduire, par exemple, hein, ce qui permet de conserver le droit de conduire. Donc vous pouvez ainsi poursuivre vos activités professionnelles, sociales ou familiales, parce que vous êtes dépendant de la voiture, hein, d'accord, mais par contre, il faut accepter d'équiper votre véhicule d'un éthylotest. Ça veut dire que vous soufflez dedans, et s'il est positif, la voiture ne pourra pas démarrer. C'est une sécurité. Donc là, c'est réponse A. Question 16. Cette voiture risque de déborder dans ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe? On observe donc et on voit une voiture là qui a le clignotant à droite. On voit même les roues qui sont tournées vers la droite. Le problème, c'est que si elle commence à braquer trop tôt, à tourner trop tôt, le derrière de là risque de taper le derrière de cette voiture-là. Donc la voiture va être obligée de se déporter un petit peu plus en avant pour que le derrière passe, pour ensuite revenir dans sa voie. D'accord? Quand elle va se déporter, vous voyez bien l'axe qui est ici. Elle va bien emprunter ma voie. Elle risque de vraiment l'emprunter. Donc là, il va falloir faire très attention, nous, de notre côté, et à adapter notre allure et être prêt à intervenir si besoin. D'accord? Donc, réponse A. Question 17. Je continue le dépassement. Réponse A. Ou je me rabats à droite. Réponse B. Alors, nous sommes ici sur la voie du milieu, d'accord, en train de dépasser les voitures qui sont ici. Une voiture derrière moi aussi est en train de dépasser, mais ça n'empêche pas, moi je peux continuer mon dépassement. D'autant plus que ici, c'est une ligne continue, une bande blanche, mais le bon terme c'est ligne continue. D'accord? Ce qui fait que normalement, il n'y a personne qui arrive en face. Donc je ne rencontrerai pas de véhicule en face. Du coup, je peux, même si j'ai pas beaucoup de visibilité, du coup, je peux quand même continuer mon dépassement. Donc, réponse A. Question 18. Ce panneau indique que la vitesse est contrôlée durant toute la traversée du chantier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents au moment des travaux, dans les zones de travaux, ils ont décidé de mettre des radars aussi
pendant le chantier, donc dans la longueur du chantier, d'accord, sur toute la longueur. Donc il peut même y en avoir plusieurs, hein, parce que des fois ça dure plusieurs kilomètres les zones de chantier, d'accord. Donc ça peut être à l'approche du chantier, pendant la zone de chantier et même à la fin de la zone de chantier. Donc c'est réponse A. Question 19. Mes passagers à l'arrière n'ont pas mis leur ceinture. Moi, si. Je risque une amende pour le passager de 19 ans. Réponse A. Une amende pour le passager de 12 ans. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Un retrait de permis. Réponse D. Alors, j'ai donc 2 passagers à l'arrière qui n'ont pas mis leur ceinture. On me dit « moi si ». Quand on parle de moi, il faut savoir que je suis toujours le conducteur, d'accord? Je suis, quand c'est je, c'est toujours je suis le conducteur, ok? Donc moi, conducteur, est-ce que je vais payer une amende pour ceux derrière? Eh bien, il faut savoir qu'un majeur qui ne porte pas sa ceinture aura une amende. D'accord? Un majeur, c'est quelqu'un qui a plus de 18 ans. Il aura une amende qui lui sera adressée à lui personnellement. D'accord? Donc si lui, par exemple, il a plus de 18 ans ou plus, il aura lui-même à payer son amende. D'accord? Par contre, pour le mineur, imaginons que cette fille qui est derrière a moins de 18 ans. D'accord? Donc elle est mineure. Eh bien, dans ce cas-là, c'est le conducteur, donc c'est moi, qui devrait payer cette amende-là. Ok? Alors, les retraits de points ou de permis ne concernent que les infractions qui sont commises par le conducteur. Donc, je n'aurai pas de points en moins, d'accord, ni de suspension de permis ou de retrait de permis, d'accord. J'aurai uniquement une amende. Pour les points ou les suspensions, il faut que ce soit moi-même qui ai fait une infraction. D'accord? Donc là, c'était réponse B. J'aurai une amende pour le passager de moins de 12 ans, parce qu'il est mineur. Lui, 19 ans, aura sa propre amende, il va la payer lui-même. Et comme c'est pas moi qui ai fait l'infraction, eh bien il n'y a pas le C et D. Donc c'est réponse B uniquement. Question 20. À 150 mètres, je céderai le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce panneau, c'est un panneau de danger, ça vous devez le savoir par cœur absolument, pas faire d'erreur du tout là-dessus. Et ça nous annonce un système de priorité à droite. Ça veut dire que tous ceux qui viennent de la droite ici, je devrais les laisser passer, parce qu'ils viennent de ma droite, d'accord? Ceux qui viennent de gauche, là, d'ici, ben moi je viens de leur droite, je serai à leur droite, donc ils devront me laisser passer. Donc tout le monde doit laisser passer sa droite, sa propre droite, d'accord? Donc à 150 mètres, est-ce que je céderai le passage à droite? Oui, réponse A. À gauche? Non, réponse D. Si vous avez du mal avec ce genre de signalisation, regardez la vidéo avec les questions que je vous ai faites que sur les règles d'intersection où je prends le temps de bien vous expliquer tout ça, d'accord? Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo-là. Maintenant, on va passer à la question 21. Les trajets faits quotidiennement entraînent généralement une baisse de la concentration? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une sous-estimation des dangers? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, un trajet qu'on emprunte régulièrement, c'est souvent un risque d'accident plus élevé. On le retrouve dans les statistiques d'ailleurs. Les trajets quotidiens habituels, c'est là où il y a le plus d'accidents. Pourquoi? Parce qu'on connaît bien les lieux. Donc on pense connaître par cœur la route. Du coup, on se permet de rouler plus vite, d'accord, et de faire moins attention. Et c'est là que le risque d'accident est plus important, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une baisse de la concentration, d'accord, et on a tendance en effet à sous-estimer les dangers. Donc c'est bien réponse A et C. Question 22. La principale zone de danger est la zone numéro 1, réponse A, la zone numéro 2, réponse B, la zone numéro 3, réponse C, la zone numéro 4, réponse D. Donc ici, on nous demande la principale zone de danger. Ça veut dire qu'on doit donner qu'une seule réponse, parce que c'est la principale et donc la plus importante des zones de danger. D'accord? Peut-être que c'est tout partout une zone de danger, parce qu'il y a beaucoup de circulation, beaucoup de choses à surveiller, mais on nous demande la plus importante. Alors, on va regarder, déjà, ici, on a 3 voies. Moi, je suis dans la voie pour tourner à gauche, on voit une flèche, d'accord, vers la gauche, donc je suis dans une voie de stockage. Par rapport à la droite, là, il y a un cycliste, mais qui est dans sa voie à droite. Donc, ce n'est pas le danger le plus important, parce qu'il y a un gros écart entre lui et moi. D'accord? Ensuite, comme je vais freiner pour tourner à gauche, il va falloir, avant de freiner, de savoir s'il y a danger vers l'arrière. Donc, dans mon rétroviseur, on voit bien qu'il n'y a personne. Donc, ce n'est pas le danger le plus important non plus. On va maintenant se préoccuper de ce qui se passe en face. Alors, en face, j'ai un cyclomoteur, d'accord, j'ai un scooter qui veut tourner lui aussi à sa gauche, d'accord, il est dans une voie de stockage, vous avez vu, là il y a la séparation ici, il y a des pointillés, moi je vais tourner avant les pointillés, et elle va tourner avant les pointillés, donc évidemment il faudra qu'elle laisse passer en face avant. Voilà, donc quand je vais arriver lentement ici, d'accord, elle aussi arrivera plus lentement, j'aurai le temps de voir si elle s'arrête bien et si elle ne va pas dépasser les pointillés. Donc ça reste un danger, mais peut-être pas le plus important. Pourquoi? Parce que quand je vais tourner à gauche, il va falloir que je laisse la priorité à droite. D'accord? Et là, elle risque en avançant de me cacher aussi un peu la visibilité. Donc je détecte une voiture, mais peut-être qu'il y en a encore une autre derrière. Je n'aurai pas toute la visibilité. Donc le danger principal, c'est la zone 1. Donc réponse A. Question 23. Cette commande permet de régler la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis pas chargé, la position 0 est le bon réglage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, c'est bien pour régler la hauteur des feux, d'accord? Alors en fait, comment ça fonctionne? Je vous dessine la route avec la voiture, d'accord? Le devant de la voiture. Hop, voilà, le volant. Et là, vous avez les phares, ici. Ok? Normalement, un éclairage, il est à peu près horizontal, pour pas éblouir ceux d'en face. Ensuite, si vous êtes chargé, donc je vous redessine la route, les roues, et bien votre voiture, elle va être un peu plus penchée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en règle générale, le poids, il est dans le coffre, là, d'accord? Le poids, il est dans le coffre. Donc là, les phares, ils vont s'éclairer un petit peu trop vers le haut. Et on risque d'éblouir celui qui arrive en face. D'accord? Donc, quand vous êtes chargé, il faudra mettre sur 1. Et si vous êtes encore plus chargé, sur 2. Si vous êtes chargé avec des passagers, par exemple, là c'est la totale, il faudra mettre sur 3. D'accord? Parce que là, si vous êtes sur 3, ça va redescendre un peu la hauteur des feux. Ok? Attention, quand vous n'êtes pas chargé,
pensez à revenir sur le point 0, parce que sinon, quand vous allez revenir en horizontal comme ça, les feux vont se baisser aussi un petit peu, et puis ça éclairera que quelques mètres devant votre voiture, vous n'y verrez plus grand-chose. Donc pensez à remettre à 0 après. Donc cette commande permet de régler la hauteur des feux, oui, réponse A. Je ne suis pas chargé, la position 0 et le bon réglage aussi. Donc c'est réponse A et C. Question 24. L'éblouissement perturbe la vision. 1 à 2 secondes, réponse A. 5 à 6 secondes, réponse B. C'est vrai qu'après un éblouissement, on a un temps d'adaptation pour retrouver vraiment notre vision bien nette, d'accord? Et ça met, en règle générale, 5 à 6 secondes en effet. Donc c'était réponse B. Question 25. La circulation va se faire sur la voie de gauche, réponse A, sur l'autre chaussée, réponse B. Donc ici, en fait, il ne fallait pas confondre la voie et la chaussée. Alors, qu'est-ce que c'est que la chaussée? La chaussée, c'est la route sur laquelle on roule, d'accord? Et là, vous voyez, elle est séparée par un terre-plein central. Donc, en fait, il y a une chaussée ici, et il y en a une autre de l'autre côté. Donc, ça s'appelle une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Une chaussée, une deuxième chaussée ici, de l'autre côté, d'accord? Ceux d'en face. Donc, est-ce que moi je vais devoir changer de chaussée? Non, je n'ai pas à changer de chaussée, d'accord? Sinon, ça serait ce panneau-là. Ensuite, est-ce que je dois changer de voie? Dans 600 mètres, on nous dit que la voie de droite, elle s'arrêtera et on devra emprunter la voie de gauche, d'accord? Donc, il faudra en effet circuler sur la voie de gauche tout à l'heure. Donc, c'était réponse A. Question 26. La motorisation hybride d'une automobile combine une source d'énergie thermique avec une source d'énergie électrique. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Ce système permet de diminuer de 10 à 30% la consommation des véhicules. Vrai, réponse C. Non, réponse D. Alors ça, je vous les ai fait travailler dans les questions à voir avant cette série-là, pour ceux qui sont inscrits aux astuces gratuites là, pour bien progresser, pour pas mettre trop d'heures dans votre formation, et puis pour rester motivé. D'ailleurs, n'hésitez pas, ceux qui sont intéressés, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous, ou alors en commentaire. Je vous ai mis un petit commentaire en tête de liste. Vous cliquez dessus, vous laissez votre adresse mail et donc après vous avez accès à des astuces pour pouvoir bien progresser. D'accord? Voilà. Alors, je vous avais donc dit de travailler tout ce qui était énergie thermique, électrique, donc avec toutes les petites questions qui vont avec. Donc on va voir si vous avez bien travaillé ça. Alors, une voiture hybride, elle utilise deux types de motorisation. Donc, elle utilise la motorisation thermique et la motorisation électrique. D'accord? Donc là, c'était bien réponse A. Ensuite, est-ce que ce système permet de diminuer de 10 à 30% la consommation des véhicules? C'est vrai, parce que son objectif principal,
donc du véhicule hybride, hein, c'est d'utiliser de façon optimale, c'est-à-dire la meilleure de toutes les façons, la source d'énergie. Donc ça permet de limiter les émissions de CO2, donc la pollution, et de réduire forcément votre consommation de carburant, d'accord? Donc ça va vous limiter les frais aussi au moment où vous allez acheter votre carburant aussi. Donc c'est réponse A et C. Question 27. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je chevauche la ligne continue. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et ça aussi, je voulais poser la question, hein. Est-ce qu'on peut franchir une ligne continue si on estime qu'il y a un danger devant soi? Eh bien voilà, maintenant vous avez la question qui va avec. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un piéton qui n'est pas sur l'accotement, mais qui marche sur le bord de la route. Hors agglomération, on est censé faire les 1,50 m pour s'écarter du piéton et le dépasser en toute sécurité. Mais il y a la ligne continue, donc là c'est compliqué. Est-ce qu'on reste derrière? Est-ce que je le dépasse? Il n'y a personne en face. Normalement, je n'ai pas à chevaucher la ligne continue, d'accord? Attention, c'est pas franchir, hein. Franchir, c'est avoir les 4 roues carrément de l'autre côté, hein. Chevaucher, c'est être à moitié l'un, à moitié l'autre, d'accord? Est-ce que je peux chevaucher la ligne continue? Là, ça fait partie du bon sens et de la sécurité, d'accord? Parce que c'est la sécurité qui va primer sur tout le reste, sur le respect du code de la route. Donc ici, comme je dois laisser un intervalle d'1,50 m pour dépasser ce piéton, qui ne me voit pas arriver en plus de ça, hein, je vais ralentir pour éviter le risque d'accident, mais il est aussi préférable de s'écarter légèrement et donc de chevaucher légèrement la ligne continue pour pouvoir le dépasser sans danger, d'accord? Plutôt que de mettre sa vie en péril. Donc là, dans cette situation, est-ce que je ralentis? Oui, réponse A. Et est-ce que je chevauche la ligne continue? Oui, réponse C. Question 28. Ces deux conducteurs ont bu la même chose, leur alcoolémie sera identique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour même quantité d'alcool absorbé, hein, pour la même chose, l'alcoolémie, elle peut en effet varier en fonction de plusieurs choses. Elle peut varier en fonction du poids, en fonction de si c'est un homme ou une femme, d'accord, en fonction de l'état du foie de la personne aussi. Donc, enfin, il y a plein de choses qui peuvent influencer le taux d'alcoolémie. Mais en règle générale, le taux sera quand même plus élevé chez une femme. Pourquoi? Parce qu'elle est plus légère et qu'elle possède moins de tissu musculaire et qu'elle a un plus petit foie aussi. Donc pour vous donner une idée, en règle générale, pour un verre d'alcool, un homme atteindra à peu près 0,2 g par litre de sang, tandis qu'une femme pourra atteindre 0,3. D'accord? Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée. Donc c'était réponse B. Question 29. Je m'arrête dans la situation numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation numéro 2, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quelle est la différence entre ces deux photos, ces deux situations? On voit une voiture avec une remorque, ici aussi. On voit un passage piéton, là il n'y en a pas. Et on voit un piéton qui traverse. Dans les deux cas, le piéton est en train de marcher et il ne regarde pas, il ne nous regarde pas. Donc il ne nous voit peut-être pas arriver, il est peut-être concentré sur autre chose, on ne sait pas. D'accord? Ici, il est sur un passage piéton, il est donc prioritaire, dans tous les cas. D'accord? Dans la situation numéro 2, il ne me regarde pas, d'accord? Mais il n'y en a pas non plus à proximité des passages piétons.
Il faut savoir que 20% des tués environ sont des piétons, ça je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc si un piéton a commencé à traverser, ou s'il manifeste son intention de s'engager, vous devez lui céder le passage, même en dehors d'un passage piéton. D'autant plus que là, si on ne le laisse pas passer, on va le laisser en plein milieu de la route, avec des véhicules qui arrivent en face, et là ça devient dangereux pour lui aussi. Donc on va le mettre dans une mauvaise situation, et donc on va amplifier le risque d'accident. Donc je le laisse passer. Réponse A et C. Question 30. Une bonne position au volant permet d'agir avec rapidité et précision, oui, réponse A, non, réponse B, de retarder l'apparition de la fatigue, oui, réponse C, non, réponse D. C'est en effet très important de bien s'installer au poste de conduite. Pourquoi? Parce que ça permet de voir bien la route sans être gêné par les passagers et les bagages. Parce que si on est installé trop bas, on n'aura pas une bonne vision autour de nous, par exemple. Et ça permet aussi d'agir rapidement et efficacement sur le volant et les pédales, avec plus de précision. Et l'avantage aussi, c'est que ça nous permet de fatiguer moins, d'accord? Parce qu'on est dans une position plus agréable, ça ne tire pas sur les muscles, donc on fatigue moins. Donc c'est réponse A et C. Question 31. Pour ajouter de l'huile moteur, je dévisse le bouchon A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Là, vous devez les connaître par cœur, ces symboles ici, d'accord? Donc, le bouchon A, c'est le remplissage du liquide lave-glace. Le bouchon B, c'est le liquide de refroidissement. À ne surtout pas ouvrir à chaud parce que vous risquez de vous brûler, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un panneau de danger. Ensuite, le bouchon C, c'est le remplissage du liquide de frein. D'accord? Pareil, c'est dangereux, il faut le faire par un professionnel parce que s'il y a une bulle d'air dans votre système de freinage, la voiture va freiner une fois sur deux. Donc dans ces cas-là, faites-le faire par un professionnel. Ensuite, le D, ça c'est le remplissage de l'huile moteur. D'accord? Donc nous, on nous demande pour ajouter de l'huile moteur. Donc c'était réponse D. Question 32. En attendant les secours, j'extrais la victime. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand on arrive sur les lieux d'un accident, dans un premier temps, toujours il faut protéger la zone, d'accord? Et ensuite alerter. Et je vais extraire la victime en premier que si il y a un danger absolu. Par exemple, la voiture prend feu, d'accord? Pour éviter d'aggraver son état, d'accord? Si la colonne vertébrale est touchée et que vous la bougez à ce moment-là, elle risque d'être paralysée par la suite. Donc surtout, faites attention. Donc réponse B. Question 33. Le dépistage de stupéfiants est obligatoire dans le cas d'un accident matériel, réponse A, d'un accident corporel, réponse B, d'un accident mortel, réponse C. Si je me souviens bien, c'était une des questions aussi qu'il fallait réviser. Donc le dépistage de stupéfiants est obligatoire en cas d'accident mortel, d'accord? Ça c'est le code de la route, et en cas d'accident corporel. Donc dans les deux cas, corporel c'est blessure, donc c'était réponse B et C.
Question 34. Je circule dans la bonne voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, nous avons en fait sur la chaussée, il y a deux voies, celle-ci, donc dans ce sens de circulation-là, et dans ce sens-là. Les marquages que vous voyez ici et là, ce sont les lignes de rive, d'accord, pour pouvoir, si besoin, s'arrêter ou pas, en fonction du marquage, hein, si c'est une ligne continue ou une bande d'arrêt d'urgence ou autre. Ça, c'est la ligne de rive. Ça fait partie de l'accotement. Ce n'est pas une voie de circulation. Donc, du coup, je suis sur la bonne voie ici. Je circule dans la bonne voie. Réponse A. Question 35. Il est conseillé de vérifier la pression des pneus à froid. Réponse A. À chaud. Réponse B. Peu importe. Réponse C. Alors, en effet, il est conseillé de vérifier la pression à froid, mais ce n'est pas obligatoire, on peut aussi le faire à chaud, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut augmenter, comme on a vu tout à l'heure, il faut augmenter la pression, le nombre de bars. D'accord? Mais l'idéal, c'est de le faire à froid. Si vous avez possibilité, c'est mieux. Donc, c'est réponse A. Question 36. Je viens juste d'avoir mon permis. Il est crédité de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B, 9 points, réponse C, 12 points, réponse D. Donc, on vient d'avoir le permis, donc on commence notre période probatoire, d'accord? Qu'on soit en conduite accompagnée ou pas, on commence toujours à 6 points, ok? Pour arriver à la fin à 12 points, ok? Donc, c'est 6 points au départ. Donc, c'était réponse B. Question 37. Sans ceinture de sécurité, un choc peut être mortel à partir de 15 km/h, réponse A, 30 km/h, réponse B, 50 km/h, réponse C, 70 km/h, réponse D. Donc la ceinture de sécurité, ça permet d'éviter d'être projeté en dehors de la voiture ou sur votre volant ou le montant de la voiture, d'accord, au moment d'un choc, d'accord, parce que votre corps, lui, il continue à la vitesse où vous rouliez. Donc si vous rouliez à 100 km/h, votre voiture, elle s'arrête net, mais votre corps, lui, il continue d'avancer. Donc qu'est-ce qui va l'arrêter ? Si c'est la ceinture, bah, c'est la ceinture qui va l'arrêter. Si vous n'avez pas votre ceinture, bah, ça sera pas le pare-brise, hein, parce que le pare-brise, il se traverse déjà à partir de 15 km/h, on commence déjà à pouvoir le traverser. Donc, ça peut être le montant de la voiture, le volant, ou l'arbre qui est en face, ou la voiture qui arrive en face aussi. D'accord ? Donc, la ceinture de sécurité, c'est vraiment important de la mettre, et elle devient efficace dès les premiers km/h. Et elle va vous permettre d'éviter un accident mortel, d'accord, dès 30 km/h déjà. Là, vous pouvez traverser le pare-brise sans problème et avoir un accident mortel si vous n'avez pas votre ceinture de sécurité. Donc, réponse B. Question 38. La résistance de l'air est pratiquement 2 fois plus importante à 130 km/h qu'à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Et oui, c'est vrai. Et ben, c'est pour ça que quand on vous dit de rouler moins vite sur l'autoroute pour limiter la pollution, ça a une influence importante. Parce que si la consommation moyenne d'un véhicule est à peu près de 5 litres au 100 à 90 km/h, eh bien, elle sera de 8 litres au 100 à 130 km/h. D'accord? Donc presque 2 fois. Donc c'était réponse A. Question 39. Sur une voiture neuve, l'étiquette énergie indique le niveau de rejet de CO2. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. La consommation mixte. Vrai, réponse C. Faux, réponse D. Et c'est vrai pour les deux, d'accord. Ça nous indique le niveau de rejet de CO2 et la consommation mixte. Hein. Je vous avais demandé de réviser cette étiquette consommation énergie pour voir tout ce qu'il y avait dedans, d'accord. Mais la consommation mixte, c'est la consommation mélangée entre la ville et la route, d'accord. Pas que la ville et pas que la route, c'est un mélange de ville et route, d'accord. Donc là, c'était réponse A et C. Avant de faire la question 40, surtout si vous appréciez mes vidéos, pour me remercier pour le temps que je passe pour vous, et puis si ça vous apporte quelque chose aussi, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça me fera très plaisir. Alors, question 40. Avant de sortir du véhicule, je contrôle le rétroviseur intérieur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Extérieur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors souvent vous mettez que l'extérieur est important, des fois vous avez tendance à oublier l'intérieur. C'est important aussi, hein. Je vous explique pourquoi. Allez, vous êtes sur la route, là, hop, vous êtes stationné ici, ok. Et puis il peut y avoir une intersection là, voilà. Alors, si vous regardez uniquement le rétroviseur, vous allez avoir une vision là, ici, sur ce qui se passe. Mais s'il y a une voiture qui est là, et qui a déjà mis son clignotant et qui commence à vouloir quitter son stationnement. Si vous ne regardez que le rétroviseur, vous ne verrez pas la voiture qui a l'intention de se déporter aussi. Pareil, s'il y a une voiture qui vient d'ici, là, et qui tourne pour s'engager, est-ce que vous la verrez dans le rétro gauche? Non, vous la verrez pas. D'accord? Donc pensez aussi que le rétro intérieur est important aussi. Donc rétro intérieur et extérieur. C'était réponse A et C. Eh bien, j'espère que ça a été pour vous. Si vous voulez noter le nombre de fautes que vous avez fait, ça vous permettra de vous repérer un petit peu par rapport aux autres. D'accord? Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et sinon, passez de bonnes fêtes. À bientôt!